Alors, bonsoir chers conseils, il est 19h10 et la séance du conseil municipal est donc ouverte. Nous allons commencer par faire l'appel des conseillers pour s'assurer du quorum. Jérôme Alvarez, Présent. Justin Arnaud, Stéphane Dentéjac, Présent. Amandine Boutan, Présent. Romain Coquille, Présent. Christelle Hénon, Stéphane Faux, Présent. Sonia Guillory-Labuzan, Guillaume Laroche, Présent. Pascal Lepage, Présent. Vanessa Leroy, Présente. Quentin Magnier, Présent. Éric Montillo, Présent. Rose Pedrera Afonso présente, Sophia Rick, Sandrine Sallier, Laurence Sarlang, Denis Schumacher et Hélène Véral-Henry. Alors le quorum est plus qu'atteint puisque vous êtes tous là. Nous allons nommer le secrétaire de séance. Qui veut être secrétaire de séance? Ah ouais, on ne change pas une équipe qui gagne, merci Sonia. Alors tout d'abord déjà je tiens à remercier de sa présence Madame Manzano, notre conseillère aux décideurs locaux. J'ai mis ça, j'ai suivi votre signature, des finances publiques, et Monsieur Vetti, l'inspecteur des finances publiques. Alors, si vous en êtes tous d'accord, parce que ces messieurs dames sont là et qu'on ne va pas les retenir sur notre très long conseil qui n'a pas que des affaires budgétaires, je vous propose de plutôt démarrer par la partie 2 de notre note de synthèse, c'est-à-dire par justement la partie financière, la partie des affaires budgétaires. Est-ce que vous en êtes tous d'accord? Ça ne pose pas de problème? Ok. On vient de me faire une demande là tout de suite. Pascal Lepage, il voudrait intervenir pour voilà, faire une petite présentation, enfin présenter voilà, une démarche des élus. Donc si on peut lui faire passer le micro. Pardon. Et en attendant, Guillaume vous fait passer le PV. Parfait. Oui? Non, c'est bon. Oui, Madame le maire, merci de nous donner ce temps de parole. Je suis porteur d'un écrit qu'on souhaite à une dizaine de conseillers municipaux rendre public dans ce conseil. J'en fais la lecture. En ce soir de vote du budget, de nombreux conseillers municipaux ont pris la décision de s'abstenir. Cet acte collectif ne remet pas en question la décision du conseil municipal et l'approbation du budget. Sa portée est volontairement symbolique. Il ne s'agit pas d'exprimer un mécontentement par rapport au budget lui-même, qui nous convient dans sa globalité et que nous avons co-construit. Il ne s'agit pas non plus de sanctionner le travail de la commission finances, que nous savons sincère. Nous voulons, par cette action, porter l'attention sur les trop nombreux blocages et dysfonctionnements internes à la municipalité qui ne permettent pas de concrétiser les projets portés et votés depuis 2 années par le conseil municipal et les commissions. Nous voulons que ces projets et ces décisions ne soient pas entravés systématiquement, mais puissent au contraire se concrétiser dans des délais raisonnables. En effet, malgré nos efforts, malgré de nombreuses tentatives de conciliation et réunions de travail pour améliorer le fonctionnement et l'efficacité de l'action municipale, nous sommes au regret de constater que les choses n'évoluent pas dans le bon sens. Nous espérons qu'à la suite de ce geste symbolique, les revendications que nous avons transmises à Madame la maire seront enfin entendues et que la mission qui nous a été confiée par les Cambaises et les Cambais pourra reprendre de façon apaisée, efficace, concrète, dans un respect mutuel. Compte tenu de l'importance et des enjeux des votes liés au budget communal, il est demandé que les affaires numéro 8, affectation des résultats du compte administratif 2021, et numéro 10, budget primitif principal 2022, fassent l'objet d'un vote à bulletin secret. Parfait, merci. Il est évident que je ne partage absolument pas tout ce qui a été dit, bien loin de là. Effectivement, j'ai eu connaissance de cette démarche hier, qui m'a paru autant dans le fond injuste que sur la démarche indigne. Je ne pensais pas que vous en parleriez et j'aurais évidemment évité d'en parler. Mais puisque c'est dit, et c'est très bien, c'est aussi ce que l'on doit à nos Cambais, la transparence. J'y reviendrai en fin de conseil parce que c'est quand même quelque chose de très important qui est abordé là et il va falloir quand même aussi
être totalement franc. Mais pour le moment, nous allons passer aux affaires pour lesquelles ces messieurs dames sont là. Et par rapport évidemment à la demande de vote à bulletin secret, effectivement, c'est prévu. Et puis ça fait partie des textes, donc il n'y a aucun souci pour les mettre en place. Je rappelle juste comment ça se passe. Donc, en l'occurrence, je vous rappelle l'article 2121-21 du CGCT, qui prévoit qu'en effet, si au moins un tiers des membres présents le réclament, le vote se déroule au scrutin secret. Donc après la présentation de chacune des affaires, de toute façon, quoi qu'il en soit, au moment de soumettre au vote, n'importe quel conseiller peut réclamer ce vote à bulletin secret. Il suffit juste d'être du coup au minimum un tiers des élus pour pouvoir effectuer ce vote de cette manière-là. Et sinon, eh bien, par défaut, c'est un vote à main levée. Et donc évidemment, j'ai mis le matériel de vote à disposition. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Très bien. Alors avant de vous passer la parole, Madame Manzano, excusez-moi, je vais quand même passer très rapidement sur les relevés de décision des municipales. Bon, elles sont nombreuses là, je pense que c'est le tableau le plus chargé que j'ai vu depuis les derniers conseils municipaux. Elles sont au nombre de 20, donc je préfère à la rigueur, si les élus ont des questions à poser sur ce tableau, qu'ils me le disent, ils en ont pris conscience, connaissance depuis plus d'une semaine, puisque la note de synthèse a été envoyée avec la convocation. Est-ce qu'il y a des questions autour de ces décisions? Non? Très bien. Juste à noter justement que 20 affaires sur un de décision. Je change de micro. Il a un faux contact. Faux contact. Ouais. J'ai rétabli le contact, merci. 20 affaires, donc comme je disais, c'est preuve déjà que la structuration du secrétariat général fonctionne, parce qu'avant ça ne se faisait pas. Décision municipale, ça implique un document administratif, et elles ne savaient pas faire jusqu'à présent. Donc maintenant elles se sont structurées, et chacune des décisions qui sont en fait, ce que je vous soumets, c'est les délégations que vous avez données donc à Madame la maire, et qui se doit par conséquent à chaque fois qu'elle signe un marché public de soumettre à son conseil municipal ce qu'elle a fait dans le laps de temps entre les deux conseils municipaux. Donc en plus, ce qui permet d'avoir un tableau très intéressant aussi pour la population, puisque le moindre denier est affiché à tous. Et c'est aussi, et ça c'est important, la preuve de tout le travail sur les marchés publics de l'année passée, qui a payé et qui, après la période des mises en concurrence, des attributions de marché, etc., permet bien, tout à coup une explosion de marchés et de signatures. Donc voilà, on a tout simplement reculé pour mieux sauter, et cette année va avoir beaucoup de choses, finalement beaucoup de fruits qui ont été semés l'année dernière qui vont apparaître cette année. Madame Manzano, je vous laisse nous présenter. Je pense que c'est vous d'abord, et ensuite, c'est ça, hein, les textes, c'est d'abord le compte de gestion. Bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la situation financière de la commune pour l'exercice 2021. Alors, la première diapositive, le premier fichier, donc, est le résultat de l'exercice 2021 pour la commune. Donc, vous avez, alors, c'est dommage que vous n'ayez pas. L'ambiance, ce sera évidemment la même chose que le compte administratif. Donc, le résultat d'investissement de l'exercice est de 297 204,71 €. À ce résultat s'ajoute le transfert du budget transport de 2 456,92 €. Et le résultat de clôture est de 259 271,94 €, considérant que le déficit à l'entrée de l'exercice 2020 se déduit des résultats positifs de l'année. En fonctionnement. Alors, en fonctionnement, le résultat de l'exercice est de 201 963,24 €. L'intégration du budget de transport est de 26 537,50 €. Se rajoute le résultat de clôture de l'exercice précédent, 536 308,50 €, moins la part que vous aviez affectée à l'investissement, à savoir 171 280,79 €. Ça nous fait un résultat cumulé à la sortie de l'exercice
2021 de 593,528,45 €. Tout ceci sera développé également sur la lecture du compte administratif. Donc maintenant, on va voir comment s'est constitué le résultat. Donc sur ce premier écran, vous avez donc les recettes réelles de fonctionnement. Donc, je dis bien réelles, hein, celles qui servent pour le calcul de la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire les recettes exceptionnelles ne seront pas dedans. Donc là, vous voyez que sur les deux derniers exercices, il y a une baisse de recettes de 0,8%. Donc le montant total des recettes de 2021 est d'1 097 454 €. Et donc ces recettes ont baissé de 0,8%. En dessous, vous avez le montant par habitant. Donc 646 € pour la commune, 838 € pour le département. Et sur la droite de l'écran, vous avez donc le détail des ressources. Alors là, vous constaterez que les ressources sont toutes en dessous des moyennes départementales, régionales, nationales, à l'exception des recettes fiscales qui sont déjà plus élevées pour le département et pour la région et pour l'État. Donc on reviendra sur ces notions après parce que je vous aurai développé un petit peu plus le diaporama. On passe aux dépenses, 892 705 €. Donc là, vous voyez qu'il y a une augmentation des dépenses de fonctionnement entre 2021 et 2020 de 10,6%. 526 € par habitant pour la commune, 679 € pour le département. Tous les postes de dépenses sont en dessous des moyennes départementales. Donc, est-ce qu'à ce stade, on peut déjà constater donc, que, c'est pas du tout ce que je voulais vous montrer, voilà. On peut déjà constater qu'on a une augmentation importante, 10% c'est déjà suffisant, des dépenses, mais ces dépenses restent quand même dans les moyennes, donc elles sont raisonnables. En dessous des moyennes, pardon. Pour les recettes, c'est le même sujet en fait. Hein. Voilà, vous avez des recettes évidemment supérieures, heureusement, mais qui ont progressé moins vite et qui restent inférieures aux dotations du département ou de la région. Vous avez des questions à ce stade-là? Non? Donc, la contraction des dépenses et des recettes nous donne la capacité d'autofinancement brut. Donc, elle est de 121 € par habitant. La moyenne du département est à 160 €. Alors, cette capacité d'autofinancement, vous voyez qu'elle subit une courbe qui descend, qui baisse, donc c'est un souci qu'il va falloir considérer. On va passer à la CAF brute, CAF nette, pardon. Alors c'est la CAF brute moins l'annuité de la dette. Et là, c'est accentué, bien entendu. Donc on voit très nettement que cette CAF baisse. Elle est de 86 € par habitant et pour une moyenne départementale de 100 €. Alors, il faut savoir... Oui, de la même strate. Hein. Oui, tout à fait. Oui, c'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours comparé avec des communes de même catégorie. Alors, il faut savoir que la CAF nette, je vous ai mis une petite définition, mesure la capacité de la collectivité à dégager des ressources propres pour financer ses investissements une fois ses dettes remboursées. Voilà. Donc, les remboursements directs de l'exercice, vous les avez sur les pavés marrons. Bon, ils sont à peu près stables. Par contre, évidemment, la CAF brute étant en baisse, la CAF nette également. Alors, ce schéma vous donne, en fait, ça s'appelle le ratio de rigidité, c'est-à-dire que ça mesure, en fait, le pourcentage de produit de fonctionnement qui est absorbé par le paiement des charges difficilement compressibles. Alors, on entend par charges difficilement compressibles les dépenses de personnel, le contingent et les intérêts de la dette. Ce sont des dépenses que vous êtes obligé de payer. Et là, dans votre cas, donc, ce ratio donne un pourcentage de 45,86%. Alors, évidemment, la courbe de ce ratio, ben, il est inversement, enfin, c'est l'inverse de la CAF, hein, puisque dès lors que vous avez moins
plus de charges, moins de produits, évidemment, le taux est plus important. Alors, vous voyez qu'il y a une rangée de points bleus, c'est la médiane, c'est-à-dire qu'en dessus, de cette médiane, il y a 50% des collectivités, en dessous, il y en a aussi 50%. Donc, vous vous situez légèrement en dessus de la médiane. On passe aux investissements. Donc, alors les investissements, sur 2021, bon, il y en a eu peu. Vous avez les dépenses donc, en haut du graphique et les recettes en bas. Donc voilà, je vous laisse regarder parce que c'est un peu difficile à commenter, si ce n'est que effectivement il y a eu peu d'investissements sur 2021. Mais... Concernant l'endettement, donc l'endettement est d'1,95 million au 31 décembre 2021. Soit 645 € pour la commune et 434 € pour le département. Et donc là, les moyennes s'inversent. C'est-à-dire que vous êtes en dessus des moyennes et avec un taux d'endettement qui est quand même à considérer. La charge financière augmente également. Ça doit être la nature de vos emprunts qui est à l'origine de ça, j'imagine. Voilà. Et ce graphique vous permet de voir qu'il vous faut en fait une année de produits réels CAF, donc des produits réels de fonctionnement, pour rembourser l'intégralité de votre dette. Ça vous donne une indication. Toujours le même principe, la médiane, c'est les points bleus qui sont au milieu de l'écran. Donc vous êtes légèrement, enfin vous êtes plus endetté que la moyenne, hein, puisqu'il vous faut 12 mois pour rembourser. Alors, on arrive aux éléments bilanciels, c'est-à-dire le fonds de roulement et la trésorerie. Donc, vous avez un fonds de roulement qui est de 850 000, attendez, je ne vois plus, voilà, 852 800 €. Il est conséquent, c'est assez normal, puisque visiblement, vous avez peu investi cette année, donc c'est normal que ça soit un montant assez important, mais bon, il faut tenir compte après, évidemment, de ce qui arrive, en reste à réaliser, etc. Voilà. Le fonds de roulement, c'est la somme historique des résultats. Si vous prenez le premier tableau que je vous ai montré, on tombe en additionnant le résultat global, c'est égal au fonds de roulement. Et le montant de la trésorerie, là, il est sensiblement différent parce qu'il y a toujours des comptes de classe 4 qui jouent et qui font varier cette trésorerie. Voilà, donc la trésorerie était bien sûr tout à fait correcte. Toutefois, ça reste quand même en dessous des moyennes départementales. 502 € par habitant pour le fonds de roulement. Voilà, ça en est fini pour le diaporama. Pour les conclusions, donc le plus important, c'est de considérer, effectivement, vous avez un résultat de fonctionnement cumulé qui est important. On le voit au niveau du fonds de roulement, hein, puisque il joue sur ce fonds de roulement. Le problème, c'est que votre CAF est insuffisante, en fait. Disons qu'elle s'amoindrit. Là, sur 2 exercices, on le voit clairement, parce que, tout simplement, il n'y a pas assez de recettes par rapport aux dépenses. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas 36 leviers. Il faut savoir que la fiscalité, quand même, est assez... Le taux est plus élevé que les moyennes, donc vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre sur les taux de fiscalité. Donc, moi, j'attire votre attention sur le fait que l'excédent de fonctionnement cumulé est confortable actuellement. Il absorbe pour l'instant la faiblesse de la CAF. Voilà. Donc, petit à petit, vous puisez dedans. Donc, à un moment donné, il sera pas insuffisant, mais disons qu'il ne pourra plus jouer son rôle qui est de financer les investissements. Voilà. Et sachant que le recours à l'emprunt est déconseillé, dans la mesure où vous êtes déjà... puisque après, ça ne fait qu'accentuer, évidemment, les difficultés. Enfin, disons que ça va se cumuler sur les charges d'intérêt, vont se cumuler, etc. Donc, évidemment, la situation ne peut pas s'améliorer avec un emprunt. Voilà, donc votre vrai problème, c'est de reconstituer votre CAF. Une CAF qui vous permette de financer pour partie vos investissements une fois que vous avez payé votre dette.
Voilà ce que j'avais à vous expliquer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions Monzano est là pour ça. Le micro. Oui. Notamment la fiscalité. Ah non, mais non, c'était pour... Moi, je reprends parce que très souvent, les élus ont quand même des questions autour de la fiscalité, et notamment autour de, vous savez, toutes ces constructions, comment dire, on a beaucoup de constructions anciennes qui ont été rénovées, mais qui ne sont pas forcément passées, qui n'ont pas été réévaluées par le service des impôts. Et on se pose toujours la question, est-ce que la commune a possibilité de faire réapparaître ça, de remettre à jour ça, ou c'est quand même, voilà, est-ce que ça, ce sont des leviers que les municipalités utilisent, ou est-ce que, voilà, ça ne se... Pour les bases fiscales, donc. Hein. Oui, exactement. Voilà, parce que ça ne joue que pour ça. Oui. Ce seraient des bâtiments qui vous appartiennent. Non. 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 Alors oui, ben, vous pouvez toujours... c'est au niveau de la commission des impôts directs. C'est ça, c'est la CCID. Voilà. C'est ce que je pensais. Exactement. Et puis après, bon, il faut savoir que l'État va lancer une révision sur les bâtiments de catégorie. Je ne sais plus. 7 et 8. Voilà, bon, il y en a peu, mais déjà ça va être fait d'office. Rappelez-moi ça, Guillaume, c'est les moins, c'est ça, c'est l'inverse. Et voilà, le grand, plus on s'approche du 1 et plus ça n'existe pas, je crois, le 1. Nous, on a du 5, pour vous donner une idée. Ici, les constructions bâties qui viennent d'être construites, un habitat, 100 mètres carrés, c'est du 5. Donc ça, c'est pour les réévaluations. Après quand il y a des travaux qui modifient, des additions de construction, des éléments de confort, etc., surtout les additions de construction, donc ça c'est une obligation fiscale de déposer une déclaration par les contribuables. Oui. Voilà. Mais ça, c'est peut-être pas la commune. Elle n'a pas grand-chose à voir là-dedans, c'est un problème de déclaration, c'est déclaratif. Très bien. Et là, évidemment, si la déclaration est faite, l'évaluation est revue par les services du cadastre, évidemment, la base imposable monte. Très bien. Des questions? C'est bon, ouais. Je vois qu'au niveau de notre fonctionnement, on a une augmentation. Ça, on l'a vu venir, parce qu'on a remis à jour pas mal de services sur la commune et de choses. Voilà. On le comprend, on en est à l'origine. Seulement, on reste bien en deçà de la moyenne. Et pourtant, notre CAF est faible. Oui. Donc elle est en baisse. Ouais, elle est en baisse. Pas vraiment faible, elle est en baisse. Elle est plus basse que la CAF net est plus basse que la moyenne. Tout est plus bas. De notre strate. Tout est plus bas. Ouais. Les recettes sont plus basses, les charges aussi. Même si elles ont augmenté, elles sont quand même plus basses que la strate. Oui. Tout est plus bas. Donc en fait, c'est voilà. C'est juste ça, c'est pour clarifier ça, c'est-à-dire que notre seul levier, c'est donc de travailler sur notre fonctionnement, parce que sur les recettes, on est assez limité. C'est ça. Sans toucher aux charges incompressibles dont vous parliez. Comment ? Sans toucher aux charges incompressibles, je ne sais plus comment vous les avez appelées en début de conseil. Oui, les charges incompressibles, ben oui, c'est les salaires, c'est voilà. des intérêts d'emprunt, c'est tous les contingents, c'est-à-dire les engagements que vous avez auprès des communautés de communes et autres. La dette, ça, oui. Voilà, donc ça c'est... Mais les ressources de fonctionnement, c'est pas évident hein, pour des collectivités comme vous, c'est pas simple du tout. Je suppose qu'il y aura plus de recettes de fonctionnement mécaniquement, puisqu'il y avait quand même des locations qui n'avaient pas pu être faites avec les confinements, etc. Je suppose. Oui, voilà, c'est peut-être ça, mais ça va peut-être pas, oui. Ouais. Il y a ça aussi, effectivement, oui, mais ça demande des investissements. Enfin, c'est vrai que c'est pas... Et juste du coup, le fait que notre fonctionnement soit quand même en deçà, quand même de manière assez importante, et nos recettes, est-ce que c'est vraiment la faiblesse des recettes qui explique notre petite CAF? Parce qu'on a certes des recettes qui sont en deçà aussi de la moyenne, mais on a vraiment des fonctionnements qui sont clairement en deçà. Donc on pourrait se dire que l'écart n'est peut-être pas le même entre les deux et qu'on pourrait avoir une CAF importante. Oui, mais si vous voulez, vous avez aussi un endettement qui est important. Voilà, ce problème c'est l'endettement. Et oui, c'est un équilibre. Hein. Donc, la CAF brute, effectivement, c'est pas une catastrophe. Voilà, bon, vous avez un peu baissé vos produits de fonctionnement, très peu, 0,8 de mémoire. C'est pas ça qui... Voilà, les charges, vous avez augmenté parce qu'il y avait des besoins.
besoin, j'imagine. Hein, vous avez dû voilà, faire face à ce dont vous avez besoin. Voilà. Mais par contre, après, pour la CAFNET, c'est-à-dire là pour vraiment ce qui sert de base pour l'autofinancement, c'est sûr que vous avez l'endettement qui est quand même important. Merci. Je vous en prie. Ah, merci. Très bien. Parfait. Bon, écoutez, merci beaucoup, Mme Manzano. C'est vrai qu'il n'y a pas à dire les chiffres, dès qu'il y a un peu de, voilà, d'image, moi, ça me va, c'est très parlant. Très bien. Alors, nous allons passer donc au vote de l'affaire 6. Je laisse Vanessa nous présenter l'affaire. Donc, je ne vais pas revenir sur le mécanisme, parce que Mme Manzano l'a expliqué, mais je vais déjà présenter les chiffres. Donc, dans un premier temps, sur la section de fonctionnement, donc, en prévision budgétaire, nous avions prévu 1 474 797,21. Nous avons émis des titres, en recettes, des titres à hauteur de 1129 978,84. Une réduction de titres à hauteur de 2886. Donc des recettes nettes à hauteur de 1 127 092,84 €. En termes de dépenses, toujours sur le fonctionnement, du coup nous avions mis au budget prévisionnel 1 474 797,21. Nous avions émis des mandats à hauteur de 925 129,70 €. Il y a eu 10 centimes d'annulation de mandat, donc des dépenses nettes à hauteur de 925 129,60 €. Donc le résultat de l'exercice présente bien un solde, un excédent à hauteur de 201 963,24. En ce qui concerne l'investissement, donc nous avions mis des prévisions budgétaires à hauteur en recettes de 534 857,78. Nous avons reçu des titres à hauteur de 420 032,53. Donc nous avons des recettes nettes à hauteur de 420 032,53. En termes de dépenses, nous avions prévu 534 857,78. Nous avons émis 122 827,82 € de mandat. Donc nous avons un résultat, des dépenses nettes de 122 827,82. Donc le résultat est également excédentaire sur l'investissement puisqu'on est à 297 204,71. Non, j'imagine s'il n'y a pas de questions après Mme Manzano. Pardon, mais il n'y en aura pas. Les propositions soumises au conseil municipal sont de déclarer le compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice de l'année 2021 par le comptable public visé et certifié conforme par leur donateur, n'appelle aucune observation sur les réalisations de l'année 2021. Déclarer n'émettre aucune réserve pour le compte de gestion du budget principal de l'année 2021, constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion au report à nouveau, c'est pas simple toutes ces phrases, au résultat d'exploitation de l'exercice, reconnaître la sincérité des restes à réaliser, arrêter les résultats définitifs et enfin autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. On est d'accord que ce vote-là, tout va bien? D'accord, j'ai déjà oublié. Très bien. Qui est pour? Eh bien, à l'unanimité, personne n'est contre et personne ne s'abstient. Parfait, merci à tous. L'affaire suivante, c'est l'affaire numéro 7 et c'est donc évidemment un petit peu le miroir de la précédente affaire. Ce sera donc la validation du compte administratif du budget principal 2021 de la commune. Et comme vous le savez, c'est un endroit qu'il faut que je touche. Je peux participer au débat, mais je partirai me promener et profiter des concrètes et belles vues pendant le vote. Donc du coup, hop là, validation du compte administratif. Donc le compte administratif entérine le budget de l'année échue. Il s'agit en quelque sorte du budget primitif de l'an passé avec ses divers ajustements au travers des éventuelles décisions modificatives. Comme indiqué dans l'affaire précédente, il doit être similaire au compte de gestion du comptable.
Le compte administratif est voté avant le 30 juin suivant l'exercice auquel il se rapporte et transmis aux représentants de l'État avant le 15 juillet. L'examen et le vote du compte administratif par l'Assemblée délibérante doivent respecter des règles spécifiques. Le conseil municipal est présidé par le maire et à défaut par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il se doit de se retirer au moment du vote. Il ressort donc expressément de l'article précité que le maire d'un exercice ou ayant exercé précédemment cette fonction doit se retirer au moment du vote sous peine de nullité de la délibération d'approbation. Ensuite, lorsque le compte administratif fait apparaître un déficit égal ou supérieur à 10% des recettes de la section de fonctionnement, il est déféré à la Chambre régionale des comptes qui propose alors les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. Le déficit du compte administratif est calculé à partir de la différence entre les recettes et les dépenses, y compris les restes à réaliser, du résultat du budget principal et des budgets annexes. Donc le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. Alors pour aller dans le détail du compte administratif, je vais faire par chapitre et puis je vais vous dire à peu près à quoi ça correspond quand c'est pas très clair. Donc en section de fonctionnement, en termes de dépenses, au chapitre 011, charges à caractère général, donc en fait c'est tout ce qui se réfère au fonctionnement de la municipalité, ça peut être le carburant, l'électricité, les bâtiments publics, les réparations, enfin voilà, un peu de voirie, enfin tout ce qui est vraiment lié au fonctionnement de la mairie. On est à 293 979,19. En 012, charges de personnel et frais assimilés, 458 039,51. Atténuation de produits, donc ça c'est ce qu'on reverse notamment à la CDC, 25 156 €. Bon, 0,22, il n'y a pas de dépenses imprévues. 65, autres charges de gestion courante. Donc là, nous sommes sur les indemnités des élus, les subventions des associations et tout ce qui va avec les subventions que l'on pourrait verser. On est à 113 978,63. Chapitre 66, les charges financières. Donc là, ça concerne uniquement nos intérêts d'emprunt, puisque les intérêts concernent le fonctionnement. Nous sommes à 31 189,27. Donc, nous avons un total de dépenses de fonctionnement réelles à hauteur de 922 342,60, auquel on doit ajouter 2 787, c'est du 0,42, c'est des opérations d'ordre de transfert entre le fonctionnement et l'investissement. Donc, nous arrivons à un total de dépenses de fonctionnement à hauteur de 925 129,60. Concernant les recettes, donc du coup, le chapitre 013, atténuation de charges. Donc ça, ce sont tout ce qui pourrait être des remboursements suite à des arrêts maladie, des absences de nos employés communaux. Donc cette année 2021, nous avions touché 4 495,81. Donc ça peut être les concessions des cimetières, les différentes, quand les food trucks viennent, voilà, c'est tout ce qui est payé à la mairie. 73 impôts et taxes, donc taxes foncières, bâties, non bâties, les droits de mutation, tout ce qui rentre là-dedans. On est à 849 355,79. Chapitre 74, les dotations, subventions et participations. Donc, c'est les dotations de l'État, du département, les différentes subventions qu'on peut recevoir. 254 590,07. Chapitre 75, autres produits de gestion courante. Donc, ce sont nos loyers. 14 246,27. Chapitre 76, des produits financiers, 2,52 €. Je pense que nous avons des parts sociales, à mon avis, dans une banque, qui nous rapporte beaucoup. Chapitre 77, les produits exceptionnels, 601 €. Total des recettes de fonctionnement en réel, on est à 1 127 092,84. Ensuite, on doit y rajouter notre résultat de fonctionnement des années précédentes, qui était à hauteur de 391 565,21. Donc nous arrivons à un total de recettes de fonctionnement, hors résultat de fonctionnement reporté, 1 127 092,84. Donc un excédent de l'année à hauteur de 201 563,24 et un résultat à reporter à hauteur de 593 528,45 pour le fonctionnement. Ensuite, concernant l'investissement, en dépenses, chapitre 16, emprunts et dettes assimilées. Donc là, ça concerne uniquement le remboursement du capital des emprunts. Donc on est à 64 283,70. Ensuite, ce sont nos dépenses que nous avons réalisées, mandatées sur des projets, des investissements. Donc en chapitre 20, immobilisation incorporelle, 108 €. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 16 112,49. Et chapitre 23, immobilisation en cours, 42 323,63.
Donc un total de dépenses d'investissement en réel de 122 827,82. Nous avions un solde d'exécution à reporter, alors qui s'est affaibli, on va dire, avec l'intégration du budget transport scolaire, puisqu'on a intégré le budget transport scolaire. Le solde d'exécution est à 37 932,77. Donc on a un total de dépenses à hauteur de 160 760,59. En termes de recettes, donc chapitre 10, dotation fonds divers et réserves, on est à 332 881,08. Donc ça, il y a quoi dedans? Il y a la FCTVA, donc c'est la TVA qu'on récupère sur l'année N-2 sur nos investissements. Nous avons également la taxe d'aménagement sur les différentes déclarations de travaux, sur les permis de construire qui ont été accordés l'année précédente. Chapitre 13, les subventions d'investissement. Donc on a 82 807 euros. Et en 23, immobilisation en cours, 1557,45. Donc, un total de recettes d'investissement en réel à hauteur de 417 245,53, auquel on doit ajouter l'opération d'ordre de transfert du fonctionnement, que je vous ai présenté tout à l'heure, à hauteur de 2787. Donc, nous avons un résultat de l'année positif en investissement à hauteur de 297 204,71. Donc, un résultat à reporter pour l'année prochaine de 259 271,94. J'ai terminé. Tous ces chiffres, je ne sais pas, encore une fois, est-ce que c'est le moment du vote bulletin secret? Non, puisque je m'en vais. Et oui, c'est après, d'accord. Bon, ça paraît d'autant plus étrange que mes élus devraient se rendre compte que c'est le moment justement de manifester son désaccord sur la gestion de la commune, puisque ce budget est exactement, je présente le bilan de ce qui s'est passé cette année. Voilà, c'est pas grave, c'est juste, il faut savoir le message qu'on porte. Je donc nomme Vanessa présidente de la séance, le temps du vote, et je vais sortir. Donc les propositions soumises au conseil municipal sont de valider la présentation des résultats de l'année 2021 du budget principal à travers le compte administratif tel qu'exposé dans les tableaux précédents et résumé ci-dessous. Donc, résultat de la section de fonctionnement à affecter. Résultat de l'exercice, un excédent de 201 963,24. Un excédent de résultats reportés à N-1, 391 565,21. Un résultat de clôture à affecter, un excédent de 593 528,45. En besoin réel de la section d'investissement, donc le résultat d'investissement de l'exercice présente un excédent de 297 204,71, auquel on retire le résultat reporté de l'année précédente, qui était en déficit donc de 37 932,77. Il y a l'intégration du budget transport scolaire dedans toujours. Donc un résultat de clôture en excédent pour l'investissement à hauteur de 259 271,94. Nous avons des restes à réaliser en termes de dépenses à hauteur de 121 680,81, donc un excédent reporté en 001 de 259 271,94. Donc, soumis également au conseil municipal de constater et valider que l'ensemble des écritures comptables de réalisation est conforme au résultat du compte de gestion du trésorier, chapitre par chapitre, pour chaque section. D'arrêter également les résultats définitifs tels que résumés ci-avant, et autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Donc le compte administratif 2021 est adopté à l'unanimité. Je pensais que vous alliez rester à l'affectation des résultats, mais on partait. Ah ben non. C'est ça, Non, mais c'est monsieur Massac qui me dit. on s'est reçu. Non, mais
sait recevoir quand même. Non, c'était parce que vous m'aviez dit ça, donc Ah, non, vous êtes la bienvenue. Bon. Eh bien, nous allons passer donc à l'affaire numéro 8, la conséquence de tout ce qu'on a voté avant. Donc, l'affectation des résultats du compte administratif principal 2021 au budget primitif principal 2022. Et encore une fois, c'est Vanessa, et je souligne d'ailleurs que Vanessa a extrêmement travaillé sur ce budget et qu'elle y est depuis janvier, qu'elle a beaucoup travaillé avec Madame Manzano. Je crois que c'est notre duo. Et donc, je vous remercie. Voilà. Merci. Donc, affaire numéro 8, affectation des résultats du compte administratif du budget principal 2021 au budget primitif principal 2022. Donc, en application de la chronologie budgétaire explicitée précédemment, l'affaire précédente vient d'acter le compte administratif 2021. Celui-ci révèle cette année seulement des résultats excédentaires et aucun déficit de la section d'investissement. Cet excédent doit être reporté dans le nouveau budget primitif. Donc, en effet, l'article L 2311-5 du CGCT précise que le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice suivant. Donc, les résultats de l'exercice budgétaire de l'année 2021, incluant la reprise des résultats des exercices antérieurs, présentent en fonctionnement un excédent de 293 528,45 et un investissement en excédent de 137 000... Alors non, c'est 259 271,94. C'est pour ça que ça m'a sauté aux yeux. Et dégage un solde positif, toute section confondue, de 731 119,58 qu'il convient donc de réaffecter au budget primitif de 2022. Ouais, je me marque. Donc, proposition soumise au... Voilà, donc là, j'imagine, je vais donc demander qui souhaite ce vote à bulletin secret. Nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons facilement les 30%. Donc ce vote se fera à bulletin secret. Alors, il va falloir amener l'urne sur la table au milieu. Et en fait, il y a un petit coin derrière le paravent qui a été aménagé. Vous irez chercher vos bulletins, la petite enveloppe, et vous la glisserez dans l'urne. Et je vais donc procéder à l'appel de chacun des élus qui iront donc faire ce petit parcours. Alors, je cherche ma liste en fait. Ah oui, c'est vrai. Ah. Parfait. C'est bon pour tout le monde? C'est bien comme ça, hein, j'oublie rien? Bon, très bien. Eh bien, Alvarez Jérôme. Ah, pardon, non, pardon. Je dois soumettre d'abord les propositions, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez voté? Proposition soumise au conseil municipal. Affecter au budget primitif 2022 les résultats excédentaires des sections de fonctionnement et investissement tels que répertoriés dans le tableau ci-dessous. Alors, je vais juste vous donner donc le résultat. Évidemment, les tableaux, vous les connaissez. Ils seront aussi évidemment à l'appréciation de la population sur le compte-rendu. Le résultat de clôture affectée, c'est donc 593 528,45 €. Les besoins réels de la section d'investissement, je vais vous donner les lignes. L'affectation du résultat de la section de fonctionnement, 593 528,45 €. Et donc l'excédent reporté, c'est ça en fait, je viens de vous le dire. Voilà. Donc maintenant, j'appelle les élus. Jérôme Alvarez. Non, ça se passe là, dans le couloir qui mène à la cuisine, là, il y a un petit paravent. Justin Arnaud. Stéphane Bentéjac. Je vais essayer de le chevaucher un peu quand quelqu'un sort, j'appelle. Ça va être très long.
Amandine Boutan. Romain Coquille. Qu'elle sortait. Christelle Hénan. Je sais plus où j'en suis. Hein alors, oui. Bientôt ton tour. Stéphane Faux. Sonia Guillory-Labuzan. Guillaume Laroche. En fait, on s'entraîne pour les présidentielles. Pascal Lepage. Vanessa Leroy. Quentin Magnier. Éric Montillot. C'est moi qui ai fait le truc. Alors là, c'est Eric qui vient encore. J'irai à la fin. Donc, Sophia Rick. Oui, j'ai tout fait. Sandrine Sallier. Laurence Sarland. Denise Schumacher. Hélène Véral-Henry.
Cross Pedrera Afonso. Bien, nous allons procéder au dépouillement. Il nous faut donc des volontaires. Sonia, j'en vois une qui... Oui, Amandine, elle aime bien dépouiller. Eh bien, très bien, allez-y. T'as vu de quel côté on va se mettre? Oui, mais comme on va dépouiller, on reprendra les enveloppes, effectivement. Il faut quelqu'un pour noter, non? Pour une petite barre ou... Et il vous faut un micro aussi, j'imagine. Oui, mais il faut l'annoncer. Tenez. D'accord. Abstention. Pour. 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 Abstention. 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 Pour. Abstention. Ça, il est vide. Il est vide. C'est un nul. Nul. Abstention. Abstention. Pour. Abstention. Pour. 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 Abstention. Pour. Abstention. On a les 19. Alors, 5, 10, 14, 18, 19, c'est bon. Allez, 19. Donc on a 9 pour, 0 contre, 9 abstentions, 1 nul. Parfait, merci. On va récupérer les enveloppes parce qu'on n'en aura pas assez. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon retour, vous remercier d'être resté parmi nous. Puis à l'année prochaine pour un très bon résultat. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Et c'est parti, on continue. Il est parti mettre les enveloppes. Alors, donc on passe à l'affaire numéro 9, la fixation des taux communaux des impôts locaux perçus par la commune. Et bien, Vanessa, t'as ton micro. Donc, le vote des taux par une collectivité doit obligatoirement faire l'objet d'une délibération spécifique, distincte du vote du budget, et ce, même si les taux restent inchangés. Les communes votent chaque année leur taux de taxe d'habitation, alors c'est plus le cas, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de taxe foncière sur les propriétés bâties,
Ce taux est multiplié à une base d'imposition transmise par l'État et donne le produit ou le montant de ressources pour la commune. Pour leur permettre d'arrêter les taux en fonction du rendement attendu des impôts directs, les communes se voient communiquer annuellement un état, le 1259. Ce document permet à l'organe délibérant de la commune de déterminer sa politique de vote des taux en pleine connaissance de cause. Donc, l'article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression des taxes d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale, appelée taxe d'habitation sur les résidences principales, et un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ce nouveau schéma de financement est entré en vigueur au 1er janvier 2021. Ainsi, à compter de cette date, les communes et les EPCI cessent de percevoir le produit de la taxe d'habitation. En conséquence de cette suppression, un nouveau panier de ressources fiscales est mis en place pour chaque catégorie de collectivité concernée. Dans ce cadre, les communes se voient ainsi transférer la part départementale de taxes foncières sur les propriétés bâties perçues sur leur territoire en compensation de la perte du produit de la taxe d'habitation. Le législateur a prévu une compensation à l'euro près de la perte de recettes fiscales pour chaque catégorie de collectivité. Pour les communes, la compensation prend la forme d'un transfert de la part départementale perçue sur leur territoire. Ce transfert s'opère en identifiant un taux communal de référence égal à la somme du taux départemental d'imposition de 2020 et du taux communal d'imposition de 2020 et une base communale de référence. Ainsi, le nouveau taux de taxe foncière TFBP communal sera égal à la somme du taux départemental et du taux communal. Donc les données. Cette année, les bases d'imposition prévisionnelles en 2022 transmises par l'État sont les suivantes. La TFPP, 1 536 000 contre 1 451 000 en 2021. Ensuite, la TFPNB, 30 300, donc c'est sur le foncier non bâti, contre 29 500 en 2021. Avec le maintien des taux de l'an passé et l'ajout des diverses contributions de l'État, le montant prévisionnel 2022, au titre de la fiscalité directe locale, s'élève à 774 287 € contre 727 414 en 2021. Et merci. Alors, on va passer au vote pour les propositions soumises au conseil municipal. Malgré l'augmentation des coûts de la commune générée par la crise Covid et l'augmentation de l'inflation, afin de ne pas pénaliser financièrement les ménages cambais, il convient de conserver les taux d'imposition actés par la délibération du 9 juillet 2020, fixant notamment la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 50,93%, la taxe foncière sur les propriétés bâties à 43,23% et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Est-ce que vous souhaitez faire ce vote à bulletin secret? Non. Ok. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci tout le monde. Nous allons passer à l'affaire numéro 10, présentation et vote du budget principal 2022 de la commune. Vanessa. Donc le budget dit primitif doit faire l'objet d'un vote par l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale, c'est-à-dire par le conseil municipal. Le budget est réputé couvrir la période du 1er janvier au 31 décembre et doit théoriquement être adopté avant le début de l'année concernée. Toutefois, l'État n'étant pas en mesure de transmettre les éléments nécessaires aux collectivités, les dotations, la base d'imposition, à cette échéance, la loi accorde à la collectivité territoriale un délai courant jusqu'au 15 avril pour procéder à l'adoption définitive de son budget, voire jusqu'au 30 avril pendant les années marquées par l'élection d'une nouvelle assemblée délibérante communale. Donc sont soumises au budget primitif principal en fonctionnement. Au chapitre 011, charges à caractère général, 469 500 €. Chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés, 517 000 €. 014, atténuation de produits, 26 000 €. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 140 200 €. Chapitre 66, charges financières, 33 000 €. Un total de dépenses de fonctionnement à hauteur de 1 185 700 €. Chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 3 000 €. Et un virement à la section d'investissement à hauteur de 271 084,57 €. Donc des dépenses de fonctionnement à hauteur de 1 459 784,57 €. En termes de recettes,
Chapitre 013, atténuation de charges, 1 500 euros. Chapitre 70, produits et services domaines et ventes diverses, 4 000 euros. Chapitre 73, impôts et taxes, 885 267 euros. Chapitre 74, dotation, subventions et participation, 258 487 euros. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 15 000 euros. 77, produits exceptionnels, 500 euros. Total des recettes de fonctionnement, 1 164 754, avec un résultat de fonctionnement reporté, un excédent de 593 528,45. Alors, je vais m'expliquer là-dessus, faire une petite aparté. Nous avons décidé cette année, sur les conseils de Mme Manzano, de voter le budget en suréquilibre. Pour la simple et bonne raison que notre budget doit être sincère et que concrètement, nous avons un résultat de fonctionnement reporté qui est très élevé, à hauteur de 593 000 euros, et que nos dépenses ne seront jamais à cette hauteur-là. Donc du coup, nous avons décidé de faire voter le budget en suréquilibre. Donc 1 758 282,45 en termes de recettes et 1 459 784,57 en termes de dépenses. Il y a des questions. Des questions, des remarques? Ah, et bien voilà, vous voyez, c'était la question piège. Excusez-moi, j'ai oublié l'investissement. Budget primitif investissement. Donc en termes de dépenses, chapitre 16, emprunt et dette assimilée, 63 100 euros. Immobilisation incorporelle, 51 800 euros. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 105 339,90 euros. Chapitre 23, immobilisation en cours, 366 925,98. Donc un total de dépenses d'investissement d'opérations réelles à hauteur de 587 165,88. Sur lesquels nous ajoutons nos restes à réaliser prévisionnels de l'année dernière à hauteur de 121 680,81. Donc un total de dépenses en investissement de 708 846,69. Ce qui concerne les recettes, en termes de dotation, fonds divers et réserves, 124 684,18. Subvention d'investissement, 42 806 euros. Donc un total de recettes d'investissement en réel à hauteur de 167 490,18 euros. Auquel nous ajoutons le solde d'exécution des sections d'investissement reportées. Donc c'est ce qu'on avait récupéré de cette année 2020 de vous présenter, à hauteur de 271 084,57. Un produit de cession à hauteur de 8 000 euros, ça concerne un minibus dont nous n'avons plus l'utilité. Chapitre 040, une opération de transfert entre sections, donc c'est l'équivalent avec ce que j'ai présenté en fonctionnement, à hauteur de 3 000 euros. Total des recettes d'investissement d'opérations d'ordre, 541 356,51, plus les opérations réelles de 167 490,18, ça nous fait bien 708 846,69 euros de recettes. Donc le budget d'investissement est quant à lui évidemment demandé à voter à l'équilibre. Juste pour être totalement transparente, je vais juste vous nommer en fait les immobilisations que nous avons prévues pour l'année 2022. Donc il y aura le schéma directeur des eaux pluviales, la commission CAE qui concerne l'école, du matériel pour le service technique, du matériel concernant le fleurissement de la commune, du mobilier et des huisseries notamment pour une salle de classe, du matériel de réfectoire, une remise aux normes électriques concernant l'école également, la chaudière de la classe des maternelles, un parc de jeux enfantin situé sur le terrain de Baragne, une nouvelle plantation sur les haies sur Bellevue, du matériel informatique et vidéo, les menuiseries, une porte notamment celle derrière là-bas de la salle Bellevue, et puis une réparation des autres portes. La rambarde du chemin des escaliers, dont nous allons parler après, terminer la numérotation des voies, où il manque quelques plaques, la réfection de la toiture de l'école, terminer l'arrêt de bus au niveau de Caillebots, le passage en zone agglo d'Esconac, du lieu-dit d'Esconac, la voirie à Baragne, la voirie en termes générales, la sécurisation de la zone agglo, la sécurisation de la montée de l'école, l'éclairage public, on va remplacer des candélabres aux Égadus, chemin de la Concorde et au Moulin de la Roque. Il y a un projet également d'extinction de l'éclairage public. Voilà. Pour l'instant, on va juste changer les horloges pour qu'au moins l'éclairage, l'extinction et l'allumage des éclairages se fassent de manière logique avec le coucher de soleil et la levée du soleil.
Et ensuite, l'étape suivante, effectivement, ce sera l'extinction nocturne qui sera menée en concertation avec la population. C'est pour ça que j'ai juste repris le sujet, parce que évidemment c'était en train de s'installer un peu partout et ça suscite énormément de questionnements. Donc évidemment, à l'image de toutes les communes alentours, il y aura une réunion avec la population, avec la gendarmerie, et toutes les questions inhérentes à cette mise en place seront évidemment soulevées, et on espère qu'elles apporteront toutes les réponses que les habitants se posent. Voilà. Ensuite, nous avons des installations électriques supplémentaires, notamment place du Petit Port et au niveau de la perception, et la création d'un préau pour l'école, un projet de création de préau école. J'ai terminé ce coup-ci. Oui, en même temps c'est bien, ça prouve qu'il est dense. Bien, alors les propositions soumises au conseil municipal sont de voter le budget primitif de l'année 2022 du budget principal tel qu'il est précisé ci-avant, par chapitre et par article, en annexe, en arrêtant l'ensemble des montants afférents, et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Souhaitez-vous que ce vote se fasse à bulletin secret? Alors, qui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Parfait. Eh bien, on va recommencer. Donc, je vais faire l'appel. Tout est en place. Jérôme Alvarez. Justin Arnaud. Stéphane, non, pas encore, si, Stéphane Bentéja. Amandine Boutin. Romain Coquille. Christelle Hénon. Stéphane Faux. Sonia Hilary Lavizan. Guillaume Laroche. Pascal Lepage. Vanessa Leroy, elle est partie, c'est pour ça que c'est parti. Vanessa Leroy est donc déjà partie. Quentin Magnier.
Éric Montillot. Sophia Rick. Sandrine Sallier. Laurence Sarlang. Denise Schumacher. Hélène Véral-Henry. Rose Pedrera Afonso. Ben, on appelle les assesseurs. Allez. Elle est sortie dessus là? Pour. 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 Abstention. 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 Pour. Abstention. 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 Pour. Nul. C'est peut-être celui-là. Oui, mais bon, Ouais. Il y a un pour qui est tombé d'une enveloppe. à voir Abstention. à la fin. Pour. Abstention. Pour. Et un nul du coup. Et après, il est sorti. Donc, nul. Bah, il est sorti dans un truc. Bah, c'est pour. Ça y est, tu fais une seule entrée. Ouais.
pour et une enveloppe, tu penses que Si ça se trouve, c'est ça. C'est nul, c'est nul. C'est Ouais, nul. normalement. Nul. Ça peut très bien être dans le bulletin d'avant. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, pour 8, contre 0, abstention 10, nul 1. Parfait, c'est donc adopté à l'unanimité. Merci. On va donc passer aux affaires courantes. T'es contente? Ça y est, c'est fini pour toi. Allez, ça. Et non, il y en a encore. Comme quoi, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Eh bien, on va passer à l'affaire qui était censée... C'est bon? On passe à l'affaire numéro 1 qui était censée être... Bon, bref. Qui a le micro? Il y en a deux. On va prendre la Il nous manque un micro. Ah non, elle ne veut pas le laisser. Pas entendu. la Deliva. Ici. Ouais, et ensuite ici. D'accord, merci. Je vais passer le message. Ouais, merci. Eh bien, attends, pour juste... Donc, oui, pardon, non, il faut quand même... Je reprends un peu de formalisme. Donc, on va passer à l'affaire numéro 1 suite à notre changement d'ordre des affaires. Initialement une, qui est donc l'adhésion à l'association du CAE de la Gironde. Et le rapporteur sera donc Justin Arnaud. Je te laisse prendre la parole. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le CAUE, c'est donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, donc de la Gironde en l'occurrence, qui est chargé de conseiller les communes et les particuliers sur ces problématiques. C'est un organisme qui est financé principalement par les taxes d'aménagement, mais qui, devant la recrudescence des demandes, doit faire des arbitrages, donc une demande d'être adhérent à l'association pour pouvoir prioriser et donner plus de poids à nos demandes. Il faut savoir que cette adhésion s'élève à 200 € pour l'année, ce qui, compte tenu des services, des conseils qu'ils nous donnent, est par exemple, le CAUE est intervenu pour nous conseiller dans le choix du bureau d'études pour le PLU, avec un conseil très avisé au niveau juridique et urbanistique. Et ils nous conseillent également, ils nous ont fait une belle analyse sur tout le stationnement dans le centre-bourg, qui leur a pris pas mal de temps et qui est intéressante pour pouvoir ensuite arbitrer sur tel ou tel aménagement. Ou encore, ils nous ont conseillé sur des autorisations de droit des sols, en l'occurrence des permis de construire, au niveau architectural ou bien urbanistique, parce qu'ils sont assez experts dans ces domaines-là et nous donnent quelque chose qui ait un peu plus de matière pour prendre des décisions. Voilà. Donc, je te repasse le micro, Rose. Oui, je te remercie. Et je peux compléter aussi, ils nous ont accompagnés aussi sur tout ce qui est paysager. Il y a la fameuse gestion différenciée où ils continuent d'ailleurs de nous accompagner. Et effectivement, oui, c'est vrai que je voulais aussi rajouter que non seulement ils aident les communes et on paye donc une adhésion, mais ils sont aussi complètement à la disposition, tapez CAE de Gironde, ils sont à la disposition des particuliers. Et ça, c'est important et en plus, ça nous soulage après au niveau du traitement des autorisations d'urbanisme parce qu'ils accompagnent le projet bien avant qu'il arrive en mairie. Merci Justin. Donc les propositions... Ah pardon, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai lu qu'il était question d'adhérer au conseil d'administration. Non, je pense pas. Ah, au conseil d'administration? Non, je pense pas. C'est comme ça que ça s'appelle? On devient membre en fait. Membre de l'association, pas du conseil d'administration, je pense pas. Oui. On leur a titre automatique, mais... Concrètement, on devient un membre particulier, ce qui nous permet en fait d'avoir sous les demandes, le fait d'adhérer à... Oui, c'est ça, ça nous passe en priorité. Le fait d'avoir cette adhésion, effectivement, du coup, on fait partie du conseil d'administration. Ouais. Après, vous savez, dans les conseils d'administration, il y a les membres, il y a les collèges, il y a plusieurs types de présence dans un conseil d'administration. Vous n'êtes pas forcément au niveau de l'exécutif, sur les budgets du CAE, etc. Tout dépend en fait à quel titre vous faites partie du conseil d'administration.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, pardon, ou d'autres remarques? Non. Bien, alors les propositions soumises au conseil municipal sont de valider l'opportunité de devenir membre du CAUE de Gironde afin de bénéficier d'une priorité de traitement de ces demandes. Pour ce faire, valider l'attribution au CAUE de la somme de 200 € pour l'année 2022 et autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui vote pour? À l'unanimité, donc personne ne vote contre et pas d'abstention. Merci. On va passer à l'affaire numéro 2 qui est là. Alors là, c'est justement quand on parlait tout à l'heure de recherche de recettes, une des possibilités, c'est d'aller chercher un peu partout des aides de l'État, du département, enfin de tous ceux qui sont capables de nous aider sur nos différents travaux. Et donc cette affaire numéro 2, c'est la demande de subvention DETR dans le cadre du financement du projet d'investissement de la rambarde du chemin des escaliers. Et Vanessa, je te laisse nous expliquer cette recherche de subvention. Donc je vais vous présenter un petit peu le projet de la rambarde du chemin des escaliers. Donc ce cheminement piéton en dénivelé, qui fait partie intégrante du trottoir et donc de la voirie du centre-bourg, est très emprunté. Or, au regard de son âge de création, l'ensemble des garde-corps menace aujourd'hui de s'effondrer. Il s'agit en fait des garde-corps en béton dont le scellement au sol n'est plus maintenu et des garde-corps en acier dont le scellement en acier sont rongés par la rouille. Cet état de délabrement pose un problème de sécurité tant pour les usagers qui empruntent ce cheminement que pour les véhicules sous-jacents sur qui les garde-corps en béton pourraient s'effondrer. Donc l'objectif poursuivi par ces travaux est donc clairement de garantir la sécurité des usagers, des riverains et des automobilistes. La commune entrevoit ces travaux en 2 phases. Dans un premier temps, la dépose des garde-corps existants par arasement et pose provisoire de grilles de sécurité remplaçant les garde-corps retirés, le temps de la fabrication et de la pose des nouveaux. Et dans un second temps, la fabrication et pose de nouveaux garde-corps en acier. Donc du coup, nous allons solliciter une subvention au niveau de la DETR pour nous aider à financer une partie de cet investissement qui va nous coûter assez cher. Ouais. C'est de l'ordre à peu près de 40 000 €, hein, à savoir. À peu près. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, cette notice sera aussi le compte rendu à la population. Donc, j'apprécie le fait qu'il y ait des insertions aussi d'images. J'ai vu que, Guillaume, vous aviez mis des photos. Je pense que ça parlera sûrement plus. Et il y en a sur toutes les pages aux personnes qui souhaiteront s'intéresser. J'essaie de le vendre, en fait, ce compte rendu. Hein. J'aimerais beaucoup qu'il soit un peu plus lu après par la population. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques autour de ce projet et de cette demande de subvention? Non. Oui? Non, j'ai cru voir. Ok. Je vous propose, donc les propositions soumises au conseil municipal sont de valider l'opportunité de solliciter la DETR pour financer une partie du montant de l'opération de réhabilitation de la rambarde du chemin des escaliers. Il faudra mettre quelques virgules, je crois. Autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui est pour? À l'unanimité, merci. Donc personne n'est contre et personne ne s'abstient. Affaire numéro, alors ça doit être 3 plutôt. 2 ? Bon, il y a 2-1 alors, parce qu'il y avait aussi. C'est ça. 2 bis, voilà. Mais oui, peut-être, ouais, c'est ça. Demande de subvention. Donc l'école communale de Cambre est constituée d'un bâtiment ancien, historique en pierre et ardoise. Le bâtiment n'est pas classé. Il s'agit de l'école historique construite au début du 19e siècle. Le toit de ce bâtiment est d'origine. Il présente aujourd'hui de nombreuses faiblesses qui ne le rendent plus étanche et menacent l'intégrité du bâtiment. En effet, outre les nombreuses fuites, les corniches sont désormais attaquées par l'eau, conduisant à des chutes de morceaux des corniches en pierre dans la cour de récréation. Ceci menace donc la sécurité des enfants et l'exercice du service public d'enseignement qui a lieu dans ce même bâtiment. L'objectif poursuivi par ces travaux est donc clairement de remettre en sécurité le bâtiment et les enfants qui l'abritent, pouvoir maintenir l'utilisation de ce bâtiment pour l'exercice du service public d'éducation nationale et mettre fin au délabrement accéléré de ce bâtiment depuis l'apparition des fuites dans la toiture. Donc ce projet d'investissement, il avait déjà été mis au budget l'année dernière. On a eu des subventions départementales là-dessus qui ont été accordées à hauteur de 12 125 €. Nous avions également affecté le FDAEC l'année dernière sur cette partie-là. Donc, sauf que nous n'avions pas évalué la partie pierreuse, on va dire, du bâtiment. Donc du coup, le devis approximatif avec la maîtrise d'ouvrage, on est aux alentours de 120 000 € concernant la toiture de l'école, puisqu'il faut la refaire à l'identique, c'est-à-dire avec des ardoises et tout ça.
Donc du coup, nous allons également solliciter le DETR pour nous aider à financer le toit de l'école. C'est très bien, c'est très clair. Voilà, effectivement, ça fait partie des fameux investissements qui n'ont pas pu passer l'année dernière et puis finalement, on aura pu, pour le coup, optimiser le subventionnement. Ce sera au moins ce mal-là ce bien pour un mal ou ce mal pour un bien. Bref, les propositions soumises au conseil municipal seront donc de valider. Ah pardon, j'ai pas posé quand même s'il y avait des remarques. Vous m'avez fait peur, toquer comme ça. Il n'y a pas de remarques, de questions autour de ça ? Donc, les propositions soumises au conseil municipal seront de valider l'opportunité de solliciter la DETR pour financer une partie du montant de l'opération de réhabilitation de la toiture de l'école de Cambes et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Attention, Amandine, tu es là. Donc, adopté à l'unanimité. Passion d'école. Très bien, affaire numéro 3 ou 3 bis, je ne sais plus. Convention avec l'entreprise P2I pour la prise en charge des frais de réhabilitation de la voirie Moulin de la Roque. Je pense que c'est Justin qui va proposer, je ne sais pas pourquoi c'est mon nom, mais on s'était dit en plénière que tu pourrais parler du Moulin de la Roque. C'est à propos du fameux pont et de l'étude. En gros, on a eu le chantier de VRDA qui a provoqué pas mal de dégâts sur la route, qui a aggravé une situation qui n'était déjà pas terrible au niveau de la route. L'objectif, c'est de faire participer l'entreprise P2I, qui est donc le promoteur de cette opération, aux travaux de remise au propre du linéaire de voirie à ce niveau-là. Voilà, la convention va relever de ça. Après, pour avoir un petit peu de contexte supplémentaire, on est en train d'imaginer de faire une étude sur le pont lui-même, mais c'est annexe pour vérifier s'il va tenir le choc, en précaution. Voilà. C'est bon, excusez-moi. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui, Christelle. Par rapport au promoteur auquel il va prendre en charge la totalité de la réfection de la voirie. Ah, tu veux savoir si c'est le promoteur qui prend en charge la réfection de la voirie? Voilà, dans sa globalité ou un certain pourcentage. Oui, alors au début, je ne sais pas si en fait, au début, il nous avait proposé de financer à hauteur de 25%, quelque chose comme ça, 30%. On s'est rendu sur place, on leur a expliqué qu'il y avait quand même eu beaucoup de soucis pendant le chantier, notamment des bouches d'égout, et donc ce sera à hauteur de 50%. On va conventionner avec eux, donc on a déjà établi un devis, ils ont validé les 50% de ce devis-là. La mauvaise surprise, c'est qu'après, le maître d'ouvrage a estimé que faire des travaux de voirie sur ce... je ne sais pas parce que j'étais partie, je ne sais pas si c'est ce que tu as dit. C'est le moment où on se rend compte que j'étais vraiment partie. Voilà, donc effectivement, ça va peut-être être légèrement plus cher du fait de l'étude, mais au moins, eux sont sur 50% d'un devis de... C'était quoi? Je crois que c'était 10 000 €, quelque chose comme ça, la voirie. Voilà. 10 000. Voilà. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il y aura aussi une participation du SIEA probablement. Oui, alors ça, on espère, franchement. Oui, parce qu'ils ont fait des travaux dessus. Effectivement, ils n'avaient pas comblé leur tranchée en vue des futurs travaux. Donc, avec un peu de chance, on est allé gratter aussi. Enfin, gratter. On a demandé au SIEA, pour le coup, de se mettre d'accord sur la fin des travaux. Voilà, ça, on attend le retour. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Non. Alors, les propositions soumises au conseil municipal sont de valider l'opportunité de conventionner avec l'entreprise P2I en vue d'acter la prise en charge par cette dernière des frais de réhabilitation de la voirie du chemin de la Roque et autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Très bien. Et puis ensuite, il y avait une affaire qui avait été demandée, on nous avait demandé en plénière de la journée, et il n'y a pas de souci, donc l'affaire numéro 4 est ajournée si personne n'y voit d'inconvénient. Elle était à l'ordre du jour, donc elle devait apparaître et je vais la prononcer comme ajournée. C'est parfait. Ah non, c'est pas parfait. C'est presque parfait.
On va passer à la dernière affaire. L'instauration d'une redevance d'occupation du domaine public par les réseaux et installations télécommunications RODP Télécom. Allez, ça. Les opérateurs de communication électronique peuvent, dans certaines conditions, occuper le domaine public routier et non routier pour y déployer et exploiter leurs infrastructures de réseau. Cette occupation implique le versement d'une redevance annuelle d'occupation du domaine public. Le 1er janvier de chaque année, les montants des redevances d'occupation du domaine public routier sont révisés dans le respect du principe d'égalité des opérateurs. Les montants sont encadrés réglementairement chaque année. Il est à noter que ces montants tiennent compte de la durée de l'occupation, la valeur locative de l'emplacement occupé, les avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire le permissionnaire. Dans le cadre, les communes peuvent délibérer chaque année sur les montants plafonds dans l'éventualité où cette redevance n'aurait pas été réclamée des années précédentes. Donc vous avez la possibilité de remonter 4 ans en arrière conformément à l'article L 2321-4 du Code de la propriété des personnes publiques. Donc du coup, on va demander le montant plafond, si je ne me trompe pas. C'est ça. Il y a des questions? Des remarques? Non. Très bien. De fixer le montant de la redevance par occupation du domaine public routier au titre de l'année 2022 selon le barème réglementaire suivant. Alors vous aurez le tableau, je ne vais pas tout énoncer. Et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ce sera donc voté à l'unanimité. Cette fois, nous avons fini toutes les affaires. Bien, je vais donc conclure ce conseil municipal un peu particulier. Je pense que nous l'avons tous remarqué. Il y a quand même un événement sur ce conseil qui doit interpeller notre population et sur lequel nous devons revenir. Il s'agit à la fois de cette demande de vote à bulletin secret, de cette abstention de plus de la moitié des élus, c'est important, et de ce qui les a motivés. Alors je voudrais quand même préciser que les élus, ce que les élus appellent des empêchements à la réalisation de certains projets, ce sont, quand c'est le cas, c'est-à-dire quand il y a réellement empêchement, eh bien, en fait, ce sont des contraintes dues à la réglementation, oui c'est vrai, à la sécurité des personnes, oui c'est vrai, et très souvent aussi à la bonne utilisation des deniers publics. En clair, les conseillers municipaux accusent Madame la maire d'accomplir sa mission avec la plus grande rigueur due à sa fonction et à ses responsabilités, et avec un début de mandat, comme vous l'imaginez, particulièrement difficile pour une néophyte que je suis et que j'avoue être. Je ne vous cache pas que je ressens évidemment une grande tristesse, mais je n'irai pas vers ce chemin-là parce que vous savez comme c'est très facile de me mettre à fleur de peau. Et je vais garder ce costume de maire parce que je dois l'honorer et le porter jusqu'à la fin de ce conseil municipal. Je voudrais juste, pour rappel, dire que le vote du budget pour le conseil municipal que nous sommes, c'est valider son exécution sur l'année à venir. Et c'est le maire qui est l'exécutif en charge de cela. Et là, il va falloir être responsable et assumer cette mise en fragilité du conseil municipal, autant pour les Cambais et Cambais que pour une bonne partie des conseillers municipaux dont je fais partie. Pour exercer pleinement et en toute confiance ma fonction exécutive du budget, et pour que nous soyons les plus honnêtes possibles envers ceux que nous servons, donc aux citoyens, il apparaît légitime de solliciter auprès de ce conseil un vote de confiance. Et parce que nous sommes attachés à la transparence, je n'en doute pas, ce vote va se faire à main levée. Les questions sont les suivantes. Quels sont les élus qui apportent leur confiance au maire dans l'exécution de ce budget 2022? Vous pouvez lever la main. Je ne suis pas d'accord pour faire de confiance comme ça, c'est hors de toute résolution, je suis pas d'accord, c'est pas possible. Tu peux prendre un micro, Justin, s'il te plaît? Oui, prends un micro. Je pense que c'est pas le moment, il faut peut-être laisser un petit peu retomber la pression, se poser des questions. Mais pour moi, on n'était pas prévenus de ce vote de confiance, alors que nous, on a prévenu qu'effectivement, on allait s'abstenir. La veille, vous avez prévenu quelque chose de grave. C'est pas très grave, en fait, dans le fond. Selon vous. Et donc je pense que ce vote de confiance n'a pas lieu d'être. En tout cas, il n'est pas sur l'ordre du jour, il n'y a pas de voilà, donc je ne m'exprimerai pas là-dessus. Très bien, c'est aussi une réponse. Quels sont les élus qui s'abstiennent de ce vote de confiance?
chose dans ce genre de vote, ça s'appelle le refus de vote. C'est Mais- encore une nuance. Le micro. J'aimerais que ce soit Le micro. Très bien. Mais ça aussi, c'est une réponse. Il n'y a pas de problème. Très bien. Parfait. Bien, ce vote et ce non-vote seront évidemment consignés au PV de la séance. Il est 20h47 et je déclare la séance du conseil municipal levée.